Le 5 février 2025, Casablanca a été le théâtre de la première édition du Challenge Leadership Show, un événement sans précédent dédié au leadership et au management. Orchestrée par le magazine Challenge, cette soirée a attiré une vaste audience au Megarama de Casablanca, réunissant des personnalités influentes, des dirigeants d'entreprises, des cadres et des passionnés de football, tous venus pour débattre sur la question « Le leadership est-il inné ou acquis ?» Pour en parler, Arsène Wenger, figure emblématique du football mondial et actuel directeur du développement du football à la FIFA, a partagé sa vision du leadership lors d'une masterclass animée par le journaliste Michel Denisot. Cette rencontre a démarré par une allocution de M. Kamal Lahlou, président directeur général du groupe Les Éditions de la Gazette, qui a souligné l'importance du leadership dans un monde en perpétuelle évolution. Nous vous invitons à revivre les moments les plus marquants de la première édition du Challenge Leadership Show. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir deux figures emblématiques. Arsène Wenger, ici présent, qu'on applaudit très fort, surnommé le professeur, dont la carrière exceptionnelle en tant qu'entraîneur, notamment à la tête du club anglais Arsenal. Et cela pendant 22 ans. Bien sûr, nous avons également parmi nous Michel Denisot, que vous connaissez également, figure emblématique du journalisme et animateur historique du grand journal de Canal+. Désolé, c'est Kamal. Je sais que vous vouliez faire le speech et partir, mais on a une petite surprise pour vous. Donc, toute l'équipe, ils vous ont préparé la surprise, mais il faut qu'on revienne sur des petits éléments importants par rapport à Sir Kamal Lahlou. Vous savez que le terme « les lions de l'Atlas », c'est lui, le fondateur. Eh oui, le fondateur du marathon de Marrakech. C'est lui, le premier meeting international d'athlétisme à Casablanca avec Saïd Aoueta. C'est lui. Aujourd'hui, on célèbre les 20 ans de Challenge, les 42 ans de New Publicity, mais en même temps, tu m'as dit dialogue. Et pour ceux, Rafik et toute l'équipe, ils vous ont préparé la surprise. Aji معاهم لهنا باش تقدر تشوفها. Kamal Lahlou, un nom qui résonne comme une légende dans le paysage sportif et médiatique marocain. Un homme qui, depuis les années 1960, a su tisser un lien indéfectible entre le sport, les médias et l'engagement humain. Un parcours exceptionnel, une vie dédiée à la passion et à l'amour de son pays, le Maroc. Dès ses débuts, il s'impose comme un journaliste hors pair, à la radio, puis à la télévision. Il donne une voix au sport et à la culture marocaine. Ses interviews, ses reportages et ses émissions deviennent rapidement un rendez-vous attendu. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Monsieur Arsène Wenger et Michel Denisot. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Arsène. Bonsoir tout le monde aussi, bonsoir Michel. Alors on va essayer de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que le leadership, avec quelqu'un qui a exercé le leadership au plus haut niveau et qui l'exerce toujours aujourd'hui au sein de la FIFA, avec Arsène Wenger. Donc pour exercer le leadership, je pense qu'il faut d'abord être un leader. Est-ce qu'on est leader de naissance? Est-ce qu'on devient leader? Et comment devient-on leader, Arsène? D'abord, on pourrait peut-être se poser la question, est-ce qu'il faut un leader? Et quand je vois Kamal, tout à l'heure, qui vient d'être honoré, je me dis qu'il a démontré, on peut partir, il n'y a plus besoin de montrer ce que c'est qu'un leader. Oui, il faut des leaders, je pense qu'il faut des leaders, parce que l'homme est avant tout un homme imitant, plutôt qu'un homme initiant. Et
il aime faire ce que les autres font. Donc, je pense qu'il faut un leader pour dire à un groupe de gens, moi je peux être votre guide et je peux vous amener là où vous voulez aller. Il y a 3 styles de leader. Le leader inné, qui pense que lui, il est là pour montrer aux autres ce qu'il faut faire, qui se dégage de la mêlée parce qu'il pense qu'il est né pour ça. Et puis, il y a le leader de circonstance. Si demain, vous m'amenez dans la forêt avec un groupe de personnes et il faut survivre, je ne serai pas leader. Donc, c'est la circonstance qui décide parfois qu'une personne se dégage parce que les circonstances l'exigent. Et puis, il y a le leader d'expertise, le leader technique. Le joueur, il est tellement fort que les autres le suivent. C'est quand on regarde, par exemple, dans mes équipes, j'avais Thierry Henry, à un moment donné, était tellement meilleur que les autres que tu n'as pas le choix que de le nommer, d'autres choix que de le nommer capitaine et les autres le suivent. C'est venu naturellement, mais je ne me pensais pas être fait pour être un leader. Moi j'ai été leader dans mon métier, oui. Par accident. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai réussi que des concours de circonstances, et j'ai bien l'impression que c'est un peu pareil pour vous. Je pense qu'au départ, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a des convictions. Et il a une certaine clarté, la capacité, verbalement, d'exprimer ses convictions et de les rendre claires aux autres. Un leader est capable de créer de la confiance. Et quand on parlait là de Regragui qui a fait une expérience magnifique pour le Maroc, moi ce qui m'a frappé pendant toute la durée de son expérience à Doha, c'est qu'on sentait qu'il y avait une connexion entre lui et le groupe. Je dis souvent que la santé d'une équipe se voit sur le visage de l'entraîneur, dans le sens où on sent que le groupe est avec lui ou pas, et lui le ressent aussi. Et là, est-ce qu'il y a une méthode? Il y a une méthode, oui. Je pense que un grand leader est avant tout quelqu'un qui arrive à rentrer dans le cerveau des autres. C'est-à-dire il a envie de connaître l'autre. Il faut qu'il sorte de soi, qu'il s'oublie soi, et qu'il aille comprendre qui est l'autre. Après, il faut qu'il ait envie de servir. Je pense que le deuxième paramètre qui est extrêmement important, il faut que tu aies envie d'aider les gens. Il faut connaître, servir, faire confiance. Et puis après, je pense qu'il faut avoir la recherche de la perfection. Le leader est quelqu'un qui pousse l'autre à vouloir rechercher la perfection. Après, je crois aussi qu'il faut, en 5e point, développer les intérêts de chacun pour qu'il trouve ses besoins dans l'équipe. Un joueur est heureux quand il sent qu'il peut exprimer son talent dans une équipe. Donc ces 5 points sont vraiment très très importants. Et quand tu es entraîneur, il y a des joueurs, tu les changes de poste, ça change leur vie. Cette méthode, vous l'avez apprise, découverte au fur et à mesure, et à quel endroit, à quel moment? Si j'avais une qualité, c'était d'essayer de progresser. Et le développement personnel est extrêmement important et qu'il ne s'arrête jamais. J'essaie aujourd'hui d'être meilleur que hier. Et le développement personnel est basé sur la curiosité. La curiosité à la fois au niveau des connaissances, mais aussi la curiosité sociale. Discuter avec les gens, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait de nouveau. Le leadership, c'est aussi créer des crises, des moments difficiles. Quelle est la méthode? La méthode, c'est de réduire les temps de crise, à la fois par leur résistance au stress, à la fois par leurs déclarations pour voir s'ils sont en état de corriger ce qui ne va pas. Et je pense que quand tu es en temps de crise, il faut faire confiance à tes yeux plus qu'à tes oreilles. En cas de grosse défaite, tu as toujours des passages à respecter, qui est le déni, de la colère et l'acceptation de ce qui t'est arrivé. Pendant le déni et la colère, il faut discuter avec les leaders
parce qu'ils partagent ta frustration. Il faut que tu sois honnête, mais eux, ils peuvent te donner des indications. Et je dirais que une équipe qui perd, c'est un peu comme un moteur de Formule 1. Il y a un détail quelque part qui est le déclencheur. Est-ce que le succès est facile à gérer? Beaucoup plus facile que la défaite, mais la constance dans le succès est difficile. L'homme a souvent besoin de la morsure de l'échec pour se remettre en question. Les joueurs sont des observateurs, ils regardent tout, ils cherchent parfois la faille, ils observent l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur doit être irréprochable? Et personne n'est irréprochable. Comment on se comporte dans ces cas-là? L'entraîneur doit être... En tout cas, il peut faire des erreurs, mais les joueurs doivent croire que s'il fait des erreurs, c'est pas par manque d'honnêteté, c'est par mauvaise décision et par mauvaise analyse de la situation. Et je crois que la confiance, c'est l'expertise de l'entraîneur, plus la constance dans son comportement, plus la capacité de créer une intimité avec le joueur. La connexion, la capacité de créer une intimité avec une personne est une qualité extrêmement importante pour un leader. Et tout ça divisé par l'intérêt personnel. C'est-à-dire que si tu fais passer ton intérêt personnel avant, tu perds toujours du crédit chez le joueur. Est-ce que dans votre parcours, vos méthodes de leadership ont permis à un moment donné d'obtenir des résultats plus grâce au leadership qu'au talent des joueurs? On n'est pas encore arrivé à mesurer l'impact de l'entraîneur ni la qualité. C'est pour ça que j'ai toujours voulu faire un championnat sans perdre de match, parce que je me suis dit, il n'y a plus beaucoup de marge pour quelqu'un de faire mieux que ce que je voulais faire. Je voulais être le plus proche possible de la perfection. Mais quand on parle, par exemple, de l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde en 2022, ou du Maroc qui a été demi-finaliste, quel est l'entraîneur? La seule chose qu'on peut dire, c'est que les deux entraîneurs ont fait proche du maximum de ce que tu peux faire, ou le maximum de ce que tu pouvais faire. Mais celui qui est encensé, c'est celui qui gagne. Ce n'est pas toujours le plus méritant des entraîneurs. Le leadership évolue aussi avec l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris de l'importance. Jusqu'où ça va aller? Et dans vos fonctions à la FIFA de responsable du développement au niveau mondial, que savez-vous? Ce que je sais, c'est que j'ai créé un service d'analyse par data des compétitions mondiales, que nous avons développé en même temps l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous sommes capables, pendant les matchs, d'analyser directement toutes les données à temps réel, et par l'intelligence artificielle, déjà de donner des informations sur le contenu du match, sur est-ce que l'adversaire a changé de formation en cours de match, quel est le joueur qui n'est pas en bonne position en phase défensive ou en phase offensive. L'intelligence artificielle, progressivement, en temps réel, par exemple, à la 25e minute, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce qui ne va pas dans mon équipe, il vous donnera une réponse. En 2026, ce sera disponible. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être leader? Je suis convaincu, oui, tout le monde peut devenir leader. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens? Et je suis arrivé à une conclusion en 4 points, en ayant vraiment discuté avec eux. 1, quel est ton rêve dans ta vie? 2, comment est-ce que tu peux le réaliser? 3, chasse automatiquement toutes les pensées négatives qui viennent avec. C'est-à-dire, oh, je ne vais pas le faire cette année, je ne suis pas prêt, je vais le faire l'année prochaine. 4, engage-toi totalement. Toutes ces personnes avaient ces 4 points en commun. Et je pense que quand vous me demandez est-ce que tout le monde peut être leader, je dis oui, parce que chacun de nous a un rêve. Il faut à la fois se poser la question, quel est mon rêve? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Et à ce moment-là, vous pouvez être le leader de votre propre rêve. Il y a un grand écrivain qui s'appelle David May qui a dit « Il y a 2 moments importants dans votre vie.
c'est le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi. On va continuer les questions, mais permettez-moi d'abord de leur poser moi aussi une question et de vous faire réagir à une vidéo qu'on va voir. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier nos sponsors, sans qui on n'aurait pas été là aujourd'hui. Merci à RedMed Capital, Ingelec, Dari Kouspat, Ford, Café L'Or, Aïl Sultan et KTI Voyage. Merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous qu'on est tous là aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous faire réagir sur une vidéo. Moti, la vidéo, s'il te plaît. Morocco bravely entered the bid for hosting the 2026 FIFA World Cup. Most Moroccan people were very pessimistic towards the project and did not believe the Moroccan candidacy had a chance to win the final vote in Moscow, June 13, 2018. Bidding against the US-Canada-Mexico coalition and with the tweet of the US president, most Moroccans had given up hope. How can we boost the Moroccan people's spirits in order to support the Morocco 2026 bid? It was all or nothing. With only a $7,000 budget and collaborating with a fearless influencer who stops at nothing, we set ourselves up for an unbelievable challenge. Minkanch 2026, an adventure to take a deflated soccer ball representing the low morale of the Moroccan people and travel to 26 countries in 26 days to meet 26 celebrities and ask them to contribute their breath to inflate the ball as an analogy for boosting the Moroccan people's spirits. It all started in Istanbul, and each celebrity we met nominated another one. Nous envoie Barcelone vers Iniesta et Messi. So many football fans from Morocco and around the world followed the adventure online and contributed with their breath on Minkanch2026.com. They became real ambassadors and promoters for the challenge throughout the campaign. C'est un défi qui s'est lancé pour soutenir la candidature du Maroc à l'organisation du mondial. Ton défi, vous allez voir, il a réuni des stars, 26 stars en 26 jours dans 26 pays différents. Finally, FIFA accepted Morocco's candidacy to enter the bid. Je pense qu'on va passer aux questions peut-être maintenant. On va pouvoir ajouter d'autres éléments au sujet sur le leadership que vous avez développé magnifiquement, Arsène. Toujours par rapport au leadership, comment on fait pour, quand deux personnes dans une équipe ne s'entendent pas, si je peux me permettre, par exemple, paraît-il Kolo Touré et William Gallas ne s'entendaient pas, comment vous avez réussi à les faire jouer ensemble, alors que c'était la charnière centrale? Ben écoutez, on en revient à deux choses. D'abord, quand tu es entraîneur, tu essayes de régler le conflit avec les joueurs. On a tous les entraîneurs ont des conflits à régler, des gens qui ne s'aiment pas. Mais on revient à ce dont je parlais avant, c'est que le jeu doit être au-dessus du côté émotionnel. Si vous vous mettez dans la dimension de servir le jeu et d'avoir envie de gagner, le facteur émotionnel entre deux personnes ne joue pas. Je voudrais rebondir un peu sur la question de Michel. Comment on peut déceler qu'il y a quelque chose de bien chez quelqu'un et le développer? Alors, Kamal, moi je me suis toujours dit que chaque individu a une qualité forte. Personnellement, je me suis toujours intéressé à quand je regardais un joueur, qu'est-ce qu'il a comme point fort. Et vous savez, en Angleterre, il y a un proverbe qui dit « La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. » Et au football aussi, je pense que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est bonne. Parce que quand tu restes trop longtemps à regarder le joueur, tu trouves toujours des défauts. Vous avez dit que la première impression est la bonne dans le football, surtout si elle est bonne. Vous avez des exemples de joueurs que vous avez vu arriver et tout de suite vous avez vu que c'était un très bon? Souvent, ouais. Souvent. Mais je me suis trompé aussi parce que... Non, mais les bons déjà.
Non, les Thuram, les petits, tous ces joueurs que j'ai eus, les Wiltshire, les Fabregas, une carrière d'un joueur, ça tient à rien. Mais à un moment donné, je pense qu'une vie, que ce soit d'entraîneur ou de joueur, il faut qu'il y ait un talent, une attitude, et la vie, c'est comme ça, on en a parlé avant de venir ici, c'est un talent, une attitude, et quelqu'un dans la vie qui voit quelque chose en toi et qui te donne une chance. Challenge, c'est une référence dans la presse économique au Maroc, et je souhaiterais avoir de vous, M. Wenger, quel parallèle on peut faire entre le sport, les valeurs du sport, le leadership dans le sport, et bien sûr le monde de l'entreprise. Ici, il y a beaucoup de décideurs économiques qui aimeraient aussi avoir quelques leçons. Merci. Dans le monde économique, il faut de l'argent souvent pour démarrer une entreprise, donc c'est beaucoup plus difficile. Et à part ça, je pense que la différence, elle est surtout au niveau de l'intensité dans le sport. Quand tu te laisses aller dans la semaine, le samedi, tu prends une claque. Tu peux être au firmament le mercredi soir, tout le monde est euphorique, le samedi, tu perds, tu es le roi des cons. Et ça va vite. Donc la réponse dans le sport est toujours très rapide. Et je suis reconnaissant dans mon métier, j'ai pris pas mal de claques, mais en même temps, ça m'a rendu très rigoureux. Dans l'entreprise, des fois, le temps de réponse est très long, 2 ans, 3 ans pour réussir, alors qu'en sport, c'est instantané. Quels sont les critères pour choisir les meilleurs défenseurs centraux? Vous savez, nous sommes tous, à l'intérieur de nous, nous sommes à la fois une mixture entre l'envie de gagner et la haine de la défaite. En général, les attaquants sont plus dominants dans l'envie de gagner. Les défenseurs sont plus des haïsseurs de défaite. J'ai pas de questions particulières parce que j'ai quand même eu la chance de rencontrer Arsène et il m'a fait l'honneur de me consacrer un certain temps justement après la Coupe du Monde. Et j'adhère à tout ce qu'il dit parce que c'est très pertinent, que ce soit sur le leadership, sur le rôle du leader, de l'entraîneur, de comment gérer une équipe. Si j'avais une question en particulier à lui poser, mais que j'ai déjà posée, c'est 22 ans dans un club. Honnêtement, quand on voit justement nous aujourd'hui, les entraîneurs d'aujourd'hui, la durée d'un mandat dans un club, moi j'ai fait 5 ans et demi au FUS, je m'en rappelle, et c'est vrai qu'avec le recul, je ne m'en rendais pas compte. Je pense qu'on manque d'énergie à la fin et que le discours il a du mal à passer. Et forcément, c'est de plus en plus dur à gérer. Donc la question que j'aurais à poser à Arsène, comment il a fait pour durer 22 ans? Est-ce que c'était son discours qui changeait? Est-ce que c'était plus ou moins sa position? Le changement peut-être d'effectif? Ouais. Est-ce que ça a aidé aussi à régénérer son discours? Mais en tout cas, 22 ans, bah déjà, c'est lui dire bravo. Moi, ce que je trouve dommage, et je lui ai toujours dit, enfin la dernière fois, c'est qu'il n'est pas entraîné après Arsenal. Ce serait peut-être ma deuxième question. Pourquoi? Pourquoi un tel talent a arrêté d'entraîner après Arsenal aussi? Walid, merci. J'espère que tu passeras 22 ans à la tête du Maroc. Alors, c'est un peu bizarre parce que je suis d'accord avec la longévité, mais il y a une chose qui change par rapport à une entreprise, c'est qu'au début de chaque saison, c'est comme si tu es un nouveau départ. Alors que dans une entreprise, il y a une continuité. Mais à la fin de la saison, ça s'arrête et tu repars. Et comme tu disais aussi, tu changes d'effectif, donc tu as d'autres joueurs. C'est comme un marathon. Ça te paraît très très loin, 42 km, mais tu fais un pas après l'autre. Tu te concentres sur l'autre pas, sur l'autre pas. Et quand tu regardes en arrière, tu as fait de la distance. J'ai commencé à 33 ans, j'ai fini à 69. Je n'ai pas arrêté une seule année. Un seul mois, j'ai toujours entraîné. Donc, j'étais peut-être aussi un peu au bout physiquement. Ça vous manque? Oui. Ça me manque beaucoup, mais c'est la loi de la nature. Bon, Paris FC, voilà, le message est lancé. Au cas où, on ne sait jamais. Ouais, on sait, en fait, c'est ça.
On peut terminer là-dessus, on ne sait jamais. C'est Kamal, vous pouvez me rejoindre. On va faire une photo de groupe avec vous justement. Et s'il y a un photographe. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly.